Plus de 15 milliards de francs CFA pour réussir le pari de l'organisation et de la réalisation des infrastructures pour le 11 décembre. À Dori, la capitale de la région du Sahel, le temps presse. Si la physionomie de la ville change peu à peu, le comité d'organisation, lui, rassure que les innovations, il y en aura lors de la commémoration du 53e anniversaire de la fête de l'indépendance. 92 pages sur lesquelles sont accessibles des connaissances fiables en vue de mieux orienter les actions de lutte contre la corruption au Burkina Faso. C'est en substance la logique soutenue par le Réseau national de lutte anticorruption à travers la publication de son rapport 2012. Pour en parler dans ce Midi Magazine, nous recevons le docteur Claude Weta, secrétaire exécutif d'UNRENLAC. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre. Ce samedi 14 septembre il y avait un invité à la primature, le ministre québécois des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur. Avec le chef du gouvernement, il a été question de l'ouverture d'un bureau du Québec à Ouagadougou pour accueillir les entreprises québécoises dont certaines ont déjà signé des partenariats avec des entreprises burkinabais. Le ministre québécois parle d'une nouvelle ère de relations entre le Burkina et l'État fédéré du Québec. Ces propos sont recueillis par Ramatou Zida. C'est la volonté de notre gouvernement de faire en sorte que les Québécois, la société québécoise, fraternellement participent à la relance que l'on constate maintenant de la région d'Afrique de l'Ouest, de nos amis francophones et en particulier du Burkina Faso. Et avec le Premier ministre, j'ai aussi indiqué que nous ouvrons aujourd'hui un bureau du Québec à Ouaga, un bureau qui va accueillir les entreprises québécoises qui veulent s'établir ici, faire des affaires, trouver des partenaires. Et c'est ainsi qu'on va assurer la pérennité de cette relation qui va se renforcer. Écoutez, notre économie est extrêmement diversifiée. Comme vous savez, avec Semafo, nous sommes très présents dans le domaine minier. Avec Windiga, nous sommes présents dans le domaine de l'énergie solaire. Nous avons des propositions à faire en haute technologie, en connectivité, en Wi-Fi dans les régions, avec des systèmes légers, faciles à installer et à bas coût. Nous avons des propositions à faire pour la formation des techniciens. Nous sommes déjà présents en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour aider les instituts de formation à former des techniciens dans beaucoup de domaines. Nous sommes présents sur les questions d'énergie. Le Québec a 1500 entreprises en énergie verte. Donc, nous avons développé des tas d'applications qui sont utilisables dans les régions éloignées. La diversification de notre économie, de nos ressources, se marie très bien avec les défis que les Burkinabés se sont eux-mêmes fixés et nous avons l'intention de cheminer ensemble sur beaucoup de chemins. Également, on a discuté de francophonie, de l'importance d'être militant pour le français et l'importance aussi de faire de la francophonie un lieu de développement pour les femmes dans le développement économique, dans le développement social, dans la paix et la sécurité aussi, la nécessité de défendre les droits des femmes là où elles sont menacées en francophonie, c'est très important. Cela dit, à Dori, le comité national de l'organisation du 11 décembre a tenu un point de presse à l'issue de la visite des chantiers par le chef du gouvernement. Le bilan des activités déjà entamées et les innovations prévues pour le 53e anniversaire de l'indépendance étaient les deux points saillants de cette rencontre avec les médias. Frédéric Etienne Bassenga. 15 641 849 559 francs CFA, c'est le montant de la facture que l'État burkinabé devra débourser pour les festivités du 11 décembre prochain à Dori. 1 780 millions de francs CFA pour l'organisation pratique et le reste pour la réalisation des infrastructures. À ce point de presse, Jérôme Bougma, président national du comité d'organisation, est revenu sur le thème de cette année, à savoir civisme et cohésion sociale, fondamentaux d'un développement durable. L'importance du civisme et de la cohésion sociale pour le développement ne sont plus à démontrer ces dernières années dans notre pays. C'est pourquoi nous devons tous veiller, et de façon permanente, au renforcement de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance dans notre pays. Notre responsabilité individuelle et collective est engagée à cet égard et nous devons toujours cultiver les valeurs de civisme, de dialogue et de paix et les inculquer aux jeunes générations.
Cette célébration de 2013, loin d'être un simple rituel, est une opportunité pour renforcer notre amour de la patrie et l'occasion de réfléchir sur le civisme et la cohésion sociale pour un développement réel de notre pays. Comme il fallait s'y attendre, la question épineuse du logement a refait surface. Une question à laquelle le ministre de l'Habitat, celui de la Culture et les autorités régionales disent attelés à trouver des réponses. Ce point de presse a permis au Comité national d'organisation de déballer les innovations des festivités de ce 53e anniversaire. Un marathon du Sahel, un jeu concours pour enfants, un défilé de chameaux et de chevaux, une course relais à dos de chameaux et une caravane de affaires publiques dans les 4 provinces du Sahel sont au rendez-vous. L'échange d'informations fiscales entre les États, c'est la principale recommandation issue du Forum des administrations fiscales ouest-africaines tenu à Ouagadougou. Ainsi, dans sa lutte contre la fraude fiscale, le Forum prévoit l'instauration d'un mécanisme d'échange automatique d'informations bancaires et juridiques. Comment cela se présente-t-il sur le terrain? Les précisions avec Oswald Gaëtan Segueda et Adama Koulibaly. Après 2 jours de travaux, les fiscalistes ouest-africains sont parvenus à cerner les différentes facettes de la fraude fiscale internationale. Et parce que les États ont des approches différentes, les administrations fiscales se sont accordées sur des actions communes, notamment l'échange d'informations. On fait la promotion de la liberté d'entreprendre, la liberté de circuler. Et cette liberté doit être accompagnée d'un minimum d'informations pour permettre de mieux appréhender l'assiette fiscale. Donc nos échanges nous ont permis de voir comment nous pouvons fluidifier un peu nos rapports entre administrations afin de permettre ces échanges et aboutir à une meilleure efficacité de nos administrations. Il est temps pour nous d'échanger des informations parce que la fraude est devenue internationale, la fraude est devenue transnationale. Donc une fois qu'une administration détient des informations et elle est en droit d'échanger ces informations à une autre administration pour nous permettre de bien cerner les contribuables. À ce 7e rendez-vous de Ouagadougou, le règlement intérieur du Forum des administrations fiscales ouest-africaines a également été adopté. Pour les fraudeurs fiscaux, plus rien ne sera comme avant. Et c'est avec un sourire que les contribuables sont invités à passer volontiers à la caisse. Et justement, on en vient à l'entretien de ce jour. Et je vous le disais en titre, le docteur Claude Ouetta est notre invité. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci donc d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire exécutif de RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption qui vient de publier son rapport 2012 sur l'état donc de la corruption au Burkina Faso. Avant cette publication médiatique et conformément à la tradition, le rapport a été remis au gouvernement. Dites-nous docteur, comment est-ce qu'il a été accueilli par les autorités? Bien, nous avons effectivement remis le rapport au secrétaire général du gouvernement qui a favorablement accueilli ce rapport. Je pense qu'il nous a encouragés en disant qu'au niveau du gouvernement, il est important d'avoir effectivement une structure de veille comme le RENLAC qui peut effectivement recueillir les préoccupations des populations et faire en sorte que ces préoccupations-là parviennent au gouvernement. Alors, donc des préoccupations qui sont pour vous des résultats, les résultats de l'enquête donc menée par le réseau. Il en ressort que plusieurs et les mêmes services sont vulnérables au phénomène de corruption. Oui, bon, nous avons montré qu'il y avait essentiellement 3 services qui étaient en tête en 2011 et qui sont encore en tête en 2012. Il s'agit de la douane, de la police municipale et de la justice. Mais encore, qu'est-ce qui, justement, au regard de l'enquête qui a été menée, justifie ce classement-là qui reste donc malheureusement le même depuis 2011? C'est ça. Je pense que, en fait, quand on regarde le classement, si on prend par exemple les 10 premiers secteurs ou les 10 premières administrations les plus corrompues, c'est surtout les 3 qui restent en tête. Sinon, on a des services effectivement qui font des efforts et dans le classement effectivement ça bouge. On voit que ça bouge un peu. Donc je peux peut-être citer les bons exemples.
Donc si vous prenez par exemple le ministère de l'enseignement secondaire supérieur, secondaire et supérieur, si vous les prenez, ils étaient 4e en 2011 et ils sont devenus 5e, ça veut dire qu'ils ont reculé. Et donc ça, c'est bon signe. Si vous prenez la police nationale, ils étaient 8e, ils sont devenus 9e. Là aussi, ils ont reculé. Si vous prenez la Sonabel était 12e, donc elle est devenue 13e, ça veut dire qu'il y a un effort qui est fait. Alors, dans ce rapport, vous dénoncez également une lutte anticorruption pas très bien menée par les autorités. Dites-nous pourquoi cela? Non, je pense qu'on est satisfait lorsque on regarde les textes qui sont pris au Burkina Faso pour lutter contre la corruption. Donc, on peut dire que de ce côté-là, les choses avancent. Même dans les discours, on estime également que les choses avancent. Mais ce qu'on constate et ce qu'on déplore, c'est que entre justement ces discours-là et les actes, il y a un fossé. Et ce que nous voulons, c'est qu'effectivement, entre le discours et les actes, on puisse effectivement rapprocher, ou en tout cas diminuer le fossé qui existe entre les deux. Alors, pour ce rapport, c'est 2012, justement, quels sont les actes auxquels vous vous attendiez? Les actes... Les actes dont vous parlez, il y a des textes qui sont là, mais des actes ne suivent pas. Quels sont les actes auxquels, justement, le rapport s'attendait, ou le RENLAC s'attendait à voir au cours de l'année dernière? C'est ça. Bon, par exemple, si vous prenez la question des 8 mesures du Premier ministre, on s'attendait à ce que, à ce niveau-là, ça avance. Bon, il est évident que quand vous prenez les assises nationales, elles ont eu lieu, ça faisait partie des 8 mesures. Bon, mais il y a des choses qui n'ont pas été exécutées. Si vous prenez également les dossiers de l'ASE, les dossiers de l'ASE ont été transmis à la justice, mais jusqu'à présent, donc la justice n'a pas bougé. Et donc, il y a ce genre de phénomènes-là que nous suivons, et lorsqu'on les suit, on se rend compte que, bon, il n'y a pas d'empressement pour effectivement traduire les choses en actes. Bon, par exemple, si vous prenez l'affaire Guiraud, bon, je pense que le ministre de la Justice vient de nous dire que c'est une affaire qui va être jugée. Tout à fait. Donc on attend et on verra. Alors, quelles sont les actions d'une RENLAC pour encourager les Burkinabés dans l'ensemble, hein, donc les gouvernés tout comme les gouvernants, pour œuvrer contre la corruption? Bien. Pour ce qui nous concerne, en fait, nous avons généralement 3 axes essentiels pour parler de ces questions. Il y a d'abord le fait, effectivement, de réunir de la documentation pour que ceux qui veulent effectivement approfondir leurs connaissances sur effectivement la corruption puissent le faire. Donc dans ce cas-là, on publie le rapport que vous voyez. On publie également d'autres types de documents, par exemple sur les marchés publics. Donc nous publions également ces documents. Nous faisons d'autres types d'enquêtes pour pouvoir effectivement publier les résultats dans les journaux. Donc ça, tout ce travail-là est fait. Mais au-delà de ça, nous essayons de conscientiser les jeunes. C'est-à-dire que nous publions ce qu'on appelle une bande dessinée qui s'appelle Kouka. Et cette bande dessinée est tirée à 20 000 exemplaires que nous distribuons dans les lycées. Et ça permet effectivement de conscientiser les jeunes. Mais nous organisons aussi un jeu concours pour pouvoir primer les jeunes qui ont bien lu et qui peuvent répondre à un certain nombre de questions que nous leur adressons. Voilà. Au-delà, effectivement, de cela, nous faisons du théâtre pour les jeunes, les élèves surtout. Et nous faisons également du théâtre pour les adultes. Nous animons des émissions radio, télé et tout ça. Maintenant, à côté de ça également, nous faisons ce qu'on appelle le plaidoyer. On essaie avec effectivement les structures donc, gouvernementales de discuter pour effectivement leur faire adopter un certain nombre de choses. Par exemple, nous avons initié avec le réseau Burkindi qui n'est plus une loi anticorruption. Et cette loi anticorruption actuellement est sur la table du gouvernement. Et donc on espère que cette loi-là va être adoptée et que ça va nous permettre effectivement
de faire des avancées sérieuses dans la lutte anticorruption. Donc de la sensibilisation, mais aussi des plaidoyers et les actes, vous les attendez justement donc des premières autorités. Je tiens à préciser, donc voici le rapport donc du RENLAC, état de la corruption au Burkina Faso. C'est le rapport 2012 qui est donc venu être défendu sur ce plateau par le docteur Claude Weta. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter justement à l'endroit donc de nos téléspectateurs? Non, moi j'aimerais tout simplement vous remercier. Je pense qu'au niveau du RENLAC, le souci, effectivement, c'est de pouvoir, de temps en temps, avoir l'opportunité de pouvoir, effectivement, parler directement donc, à la population. Et là, vous nous donnez une belle occasion de pouvoir, effectivement, nous exprimer. Et donc, nous vous en remercions. C'est nous qui vous remercions. Je rappelle que nous étions donc avec le docteur Claude Weta, invité de ce Midi Magazine, qui est le secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Et vous étiez avec nous pour parler du rapport 2012 du réseau sur l'état de la corruption au Burkina Faso. De la santé pour poursuivre ce journal avec les 3e journées de dermatologie de Ouagadougou. À l'ouverture de la rencontre, les couleurs ont été définies. 30% des problèmes de santé sanitaires au Burkina sont dus aux affections dermatologiques. La Société burkinabé de dermatologie, d'esthétique et de cosmétologie va au cours de ce congrès mener la réflexion sur l'impact de l'environnement sur la peau. Attention, certaines images peuvent choquer dans ce reportage de Nathalie Kaouri. Des dermatoses allergiques, génétiques, métaboliques ou infectieuses, voici autant d'affections qui attaquent la peau, cette enveloppe qui joue le rôle d'interface entre l'environnement extérieur et intérieur de l'être humain. Ces affections dermatologiques sont le plus souvent tributaires de l'environnement qui subit des mutations majeures du fait de l'action de l'homme. Le thème peau et environnement est au centre de cette 3e journée de dermatologie de Ouagadougou. Les maladies infectieuses, c'est-à-dire les maladies dues à des bactéries, dues à des parasites, sont les premières maladies, quelle que soit la spécialité que vous prenez, notamment la spécialité de la peau qui entre en contact direct avec cet environnement. Mais vous constaterez que il y a d'autres maladies qui sont en train d'émerger, notamment les maladies allergiques. Toutes ces maladies-là sont de plus en plus fréquentes dans nos pays, dues à une mauvaise maîtrise de l'environnement. Si vous allez dans un service de consultation en cardiologie et vous examinez systématiquement les gens, vous verrez que 30 des 100 personnes-là ont un problème dermatologique. Pour changer la situation, les dermatologues, vénérologues, cosmétologues et autres spécialistes du domaine vont partager les bonnes pratiques et élaborer des mécanismes tendant à améliorer l'enseignement et la recherche en matière de dermatologie. Les conclusions de leurs travaux sont très attendues par le ministère de la Santé. Le thème qu'ils ont choisi, qui au-delà de la dermatologie concerne la santé de façon générale, est un thème que nous apprécions fortement et que nous encourageons. Nous attendons donc les conclusions de leur journée pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer à la mise en œuvre des recommandations dont nous savons déjà qu'elles seront pertinentes. La Société burkinabé de dermatologie, d'esthétique et de cosmétologie a été créée en 2004. Ses activités sont essentiellement axées sur la sensibilisation de la population, la formation et la recherche dans le domaine de la dermatologie. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre a initié une rencontre avec ses partenaires techniques et financiers. Le département de Nestorine Sangaré fait le bilan des activités menées depuis plus de 2 ans. L'autre objectif de cette rencontre est de renforcer le partenariat du dit ministère avec plusieurs acteurs pour réussir les projets futurs. Compte rendu, Nathalie Sawadogo. Près de 1,3 milliard de francs CFA, c'est l'allocation financière que le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre a reçue de la part du gouvernement burkinabé et de ses partenaires techniques et financiers. Cette allocation a permis au ministère de la Promotion de la Femme et du Genre de mettre en œuvre la politique nationale genre pour la période de septembre 2011 à août 2013. L'heure est venue pour le département de Nestorine Sangaré de faire le point des activités réalisées et de présenter les perspectives de son département à tous les acteurs et à ses partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, nous avons présenté nos programmes leviers. Il y en avait 4 et nous avons le programme d'appui à l'autonomisation économique des femmes, le programme d'appui au pilotage et au suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale genre. Les partenaires techniques et financiers se réjouissent de la rencontre et se disent satisfaits.
Ils ont félicité et encouragé le gouvernement burkinabé pour ses efforts soutenus dans la mise en œuvre de la politique nationale genre. Au nom des partenaires, je puis dire que nous sommes satisfaits et nous souhaiterions que ce genre de consultation se fasse plus souvent afin que nous aboutissions à des solutions consensuelles. Les partenaires techniques et financiers ont en outre fait des suggestions et des recommandations au ministère de la Promotion de la Femme et du Genre pour le renforcement de leur partenariat. Ils ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le gouvernement, particulièrement le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, dans la mise en œuvre de la politique nationale genre. Le ministère de la Promotion de la Femme travaille sur plusieurs thématiques et nous avons élaboré pour cela aussi de nombreux programmes. Mais la multiplicité des programmes, quand elles sont destinées aux mêmes acteurs, pose un problème. Donc ils ont souhaité qu'on puisse fondre ça sous forme d'un seul programme pluriannuel que chacun d'entre eux pourrait donc maintenant financer. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre entend mettre en place pour les jours à venir un groupe technique qui va réfléchir sur la question de la transversalité. Et l'un des projets communs au ministère de la Promotion de la Femme et à celui en charge de l'élevage réside dans un projet qu'est le PATA JF. Entendez, le projet de promotion de l'aviculture traditionnelle améliorée au profit des jeunes et femmes du Burkina. Le département de l'élevage a tenu à effectuer une visite sur le terrain pour mesurer l'impact du projet. Il est revenu aux bénéficiaires de la région du Nord de montrer leurs réalisations tendant à lutter contre la pauvreté. Yolande Lompo. Dianda Kadré, jeune promoteur de 33 ans du village de Boulcon, une localité située à environ 15 km d'Arbolé, a été le premier à recevoir la visite du ministre des Ressources animales et halieutiques et de sa délégation. Une visite qui leur aura permis de constater la matérialisation de l'engagement de ce jeune promoteur à lutter contre la pauvreté et d'échanger sur les difficultés rencontrées. Avec cette première phase-là, nous allons l'évaluer dans les 2 mois qui suivent complètement, afin de véritablement corriger les insuffisances et même apporter, si vous voulez, des additifs par rapport au kit qui a été proposé à l'ensemble donc des promoteurs pour une deuxième phase donc à venir. Aidé par sa femme et soutenu par le projet de promotion de l'aviculture traditionnelle améliorée au profit des jeunes et des femmes, et grâce à son apport personnel de près de 350 000 francs CFA, il a pu bâtir 4 bâtiments, dont 2 cases rondes destinées à élever des poules et des pintades. Non loin de là, à Ségedin, sur une superficie de 500 mètres carrés, un autre promoteur du nom de Daouda Sankara s'est également approprié la même technologie de l'élevage de la volaille locale. La formation qu'il nous a donnée même là, déjà c'est une bonne chose. Puisque avant nous ne savions pas que sur l'élevage de la volaille, on pouvait faire une bonne chose. Et aujourd'hui, nous avons constaté que le gouvernement est en train de nous civiliser, de bien élever et puis réussir dedans. À 7 km de Boussé, dans cet autre village, c'est un satisfait général qui se dégage, car en plus des unités avicoles d'Azeta Bari et de l'Izeta Sawadgo, on note également la présence d'un champ fourrager. Achevant son périple par la visite de 3 autres sites à Konki Ipala, dans la région du centre, le ministre a pu se rendre compte de l'engagement des promoteurs, ce qui va permettre à son département de faire des évaluations afin d'améliorer ce qui est proposé comme kit d'élevage. D'une durée de 5 ans, le PATA JF dotera individuellement par an en kit avicole 10 jeunes et 10 femmes par commune. Ce sont au total plus de 7000 jeunes et femmes dans les 351 communes au Burkina Faso qui vont en bénéficier. Cette tournée dans les régions du centre et du nord porte à 3 le nombre de visites du ministre en charge de l'élevage dans les régions. Après avoir fait les 3 régions, je me rends compte que les difficultés sont pratiquement les mêmes et également les besoins sont aussi les mêmes. Sur le plan technologique, il n'y a pas tellement de différence. Il y a, si vous voulez, des variantes qui
sont à la disposition de chaque éleveur en fonction bien sûr de ce qu'il a comme projet d'élevage. Et pour s'assurer que les autres régions sont dans la bonne dynamique, son département compte élargir ses visites dans les 10 autres régions. Dans l'actualité des médias, l'expérience du Burkina en matière de déconcentration de sa chaîne publique inspire le Sénégal. Une délégation de la radiodiffusion-télévision du Sénégal, RTS, a pu bénéficier de l'expérience de la RTB en se rendant dans plusieurs RTB2 des régions. De la RTB2 centre à celle du sud-ouest en passant par la RTB2 au bassin, la délégation a eu fort à voir, sié Sylvestre Da. La RTB2 Centre est la première étape de la visite de la délégation de la radiodiffusion-télévision du Sénégal dans la RTB région du Burkina. La RTS projette implanter 6 télévisions régionales pour 14 régions du Sénégal. Et ces techniciens sont donc venus s'imprégner de l'expérience burkinabé de RTB2 pour chacune des 13 régions du pays. Des studios d'émissions radio et télé de la RTB2 Centre à la rédaction, en passant par la salle de montage, les visiteurs guidés par les responsables de la RTB ont découvert avec intérêt les installations des sections clés de ces médias de proximité. On a vu qu'on peut faire de bonnes choses et de belles choses avec peu de moyens. On a vu vraiment que les gens au niveau du studio ont exploité l'espace pour en faire 3 studios. Je pense que c'est quelque chose à retenir et c'est quelque chose de génial. On a vu aussi qu'ils sont allés directement dans le numérique, qui est, je pense, une très bonne chose. Ce que nous avons vu déjà nous donne une idée de ce que nous pensions que doit être donc une télévision régionale. Mais je pense que c'est vraiment, ça commence à être très fructueux. Après la RTB2 Centre, la délégation de la RTS arrive au sud-ouest après avoir fait une halte à la RTB2 au bassin. Ici, à la RTB2 Sud-Ouest, sont fonctionnels une radiodiffusion et une unité télévisuelle. La directrice générale de la radiodiffusion-télévision du Burkina, chargée de RTB Région, n'a pas manqué au cours de la visite d'expliquer aux visiteurs les aménagements qu'attendent la RTB2 Sud-Ouest pour une mise en place prochaine de sa télévision régionale. À mi-parcours, c'est déjà très positif. On avait beaucoup de questionnements par rapport à dans certains domaines. Je pense qu'on a quand même des bribes de solutions qui pouvons quand même nous orienter dans le bon sens. Vous vous êtes rendu compte au fil des échanges que nous avons beaucoup de similitudes. Nous devons donc travailler ensemble pour débrayer les chemins et faire en sorte que on obtienne les résultats que les populations attendent de nous. À chaque étape, Burkinabés et Sénégalais ont marqué un arrêt pour discuter avec les travailleurs de RTB Région. Les échanges ont porté, entre autres, sur les enjeux et défis du développement des médias de proximité, mais aussi sur ceux du basculement des médias audiovisuels vers la numérisation intégrale d'ici à 2015. Des sociétés minières sensibles aux conditions de vie des populations riveraines à leur lieu d'exploitation, la société des mines de Taparco donne l'exemple après la normalisation de l'école du village. La Somita SA vient d'offrir 4 logements aux enseignants et infirmiers en poste dans la localité. De plus, la maternité du CSPS a été réfectionnée. Ces réalisations nous sont présentées dans ce reportage de Niarkiteda. Par cette remise des clés au préfet de Yalgo, la société des mines de Taparco vient d'offrir à la population de la zone des infrastructures socio-éducatives et sanitaires. 2 logements pour enseignants de l'école, 2 autres pour infirmiers et la réfection de la maternité du CSPS de Taparco. Somita SA respecte son engagement en faveur des communautés riveraines de la mine, à savoir exploiter les ressources naturelles en pensant au développement de la localité. C'est dans ce sens-là que nous intervenons dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la restauration de l'environnement, dans le domaine de la santé. Et ces réalisations dont nous célébrons aujourd'hui la remise officielle aux populations n'est que la continuité de cet élan-là. Pour le premier trimestre de l'année en cours, la société des mines de Taparco a investi près de 60 millions de francs CFA au profit de la communauté. En plus des infrastructures socio-éducatives et sanitaires, la société a formé les femmes de Yalgo et de Taparco en santé de la reproduction et équipé l'école de Gorbalé ainsi que le centre de formation non formelle de Yalgo. Somita aide beaucoup Taparco. Pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Elle a construit des écoles, des services de santé
et des forages pour nous. Somita SA a aussi formé nos femmes sur la santé de la reproduction. Tout ce dont on a besoin, la société nous vient en aide. Aujourd'hui, c'est jour de visite des réalisations et des différentes actions posées pour le développement de Taparko et des localités environnantes. C'est également une occasion pour la mine de renouveler son engagement au profit de la communauté. C'est une communauté à qui les autorités locales demandent d'utiliser les dons à bon escient pour un avenir radieux de la commune de Yalgo et de Taparko en particulier. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.